Mesdames et bienvenue à votre émission La Tribune des éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision Tweet TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires des différents médias. Pour ce deuxième numéro, il sera essentiellement question avec mes invités de la tenue des assises nationales débutées hier vendredi 14 octobre et qui se clôture aujourd'hui. Et aussi il sera question du Mali avec l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mes invités du jour, c'est tout d'abord Lévi Constantin Confé, il est journaliste à l'Observateur Palga. Bonjour. Oui, bonjour. Également à vos côtés, nous avons Issa Sigiré, il est journaliste aux éditions Le Pays. Bonjour. Bonjour. Bonjour également à Salia Omar, il est journaliste à Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Et bonjour à Jules Kiendobego qui est journaliste à l'Express du Faso. Bonjour. Voici planter le décor et nous abordons la première thématique sur la tenue des assises nationales. Alors, Lévi Confé, on sait que sur la question, votre journal L'Observateur Palga avait pris le dessus dans sa parution du 11 octobre. Votre édito était titré « Participant aux assises nationales, il faut séparer le bon grain de l'ivraie ». Alors, question, de quoi est-il question dans cet édito ? Il était question de la qualité de tous ceux qui allaient prendre part à ces assises nationales qui devraient aboutir à la désignation du président, qui devrait conduire la transition pour le reste du temps, 24 mois environ. Et aussi le contenu, qu'est-ce qu'il fallait mettre dans la charte et puis de la transition pour poursuivre. Par le passé, nous avons vu qu'il y a eu des gens qui ont été désignés et qui n'avaient pas une certaine représentativité, j'allais dire, en tant qu'acteurs politiques ou de la société civile, qui étaient partis juste parce qu'ils ont beaucoup fait de bruit sur la toile ou bien sur les plateaux télé, qui avaient été désignés pour prendre part à ces assises-là. En parlant aussi de séparer le livret du bon grain, c'était par rapport aussi aux différentes propositions. Il y a des propositions quand on a ce genre d'activité, il y a des propositions de toute nature et de tout acabit. Donc il fallait faire la part des choses pour voir qu'est-ce qui va contribuer à résoudre quand même les difficultés que le Burkina a aujourd'hui en termes de lutte contre l'insécurité, en termes de restauration même de l'intégrité du territoire. Il y avait des propositions et il y avait aussi la qualité des hommes, comme je l'ai dit, qui, à mon avis, ils ne représentaient que leur propre chapelle et sur le plan représentativité, c'était pas donc c'était en s'inspirant de ce qui s'est passé qu'on avait fait cet édito pour quand même appeler à une certaine vigilance pour que cette transition ne soit pas biaisée une fois de plus parce que l'éternel recommencement ne nous fait que retarder et que les terroristes gagnent du terrain. D'accord. Alors au niveau de aujourd'hui au Faso, l'on était déjà dans l'esprit de ces assises à la date de la parution du jeudi 13 octobre. Et votre édito était intitulé « Assises nationales, veillée d'armes à la veille d'un conclave très attendu ». Quelle était la vision de votre journal à travers l'édito ainsi intitulé ? Alors, merci cher Kaboré. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir un peu sur les éditos du journal Aujourd'hui au Faso. On a principalement 4 catégories d'éditos. Lorsque vous feuilletez les pages du journal Aujourd'hui au Faso, vous verrez tantôt Rebrousse-Poil, tantôt vous verrez Cogito, tantôt vous verrez Radioscopie, et tantôt aussi vous allez voir à brut pour point. Tout ça, c'est des éditos et en fonction de l'actualité, on loue chaque édito dans une colonne bien précise. Alors pour revenir un peu à l'édito dont vous parlez, c'est pour un peu donner une image des manifestations sporadiques qui ont eu lieu à Ouagadougou et dans certaines villes comme Bobo-Dioulasso, Koudougou et partout ailleurs. Et quand vous remarquez, le peuple avait déjà même commencé leurs assises, peut-être même depuis le 30 septembre. Le peuple avait déjà désigné le président. Donc les assises, ce n'était que un peu de, du vernissage politique pour quand même donner un peu du tonus à la matière. Sinon, la population était mobilisée
partout dans la ville. Et vous aurez remarqué même que devant même la salle de conférence où devaient se tenir même les assises, les gens, même la population était mobilisée même à la veille. Et il y avait des veillées partout. Les gens étaient vraiment très très pressés, voilà, de voir leur nouveau président Ibrahim Traoré, en tout cas être élu, désigné comme président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées. D'accord. Alors, Issa Sigiri, au niveau des éditions du pays, vous aviez un certain nombre de craintes avant la tenue de ces assises et votre parution du 13 octobre en disait long, c'était intitulé Assises nationales, pourvu que ce ne soit pas encore un autre rendez-vous manqué. Quelle était cette crainte que vous aviez ? Alors avant de répondre à votre question, et vous me permettrez quand même de rendre hommage au capitaine Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. J'imagine que c'était à l'instant même, parce que tout porte à croire que c'était aux environs de 16 heures, c'est-à-dire à l'instant même que le porteur du rêve africain se faisait assassiner. Donc encore une fois, je lui rends hommage et certainement d'autres personnes le feront. Et pour revenir à votre question, le journal est parti du constat que dès la prise de pouvoir le 30 septembre dernier, les nouvelles autorités annonçaient déjà le couleur d'une assise nationale. Et si on se rappelle, il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire en février dernier, on avait déjà des assises. Et donc, c'était une nouvelle assise, deux assises en moins d'une année. Donc, ce qui veut dire que les assises qui ont eu lieu en février dernier étaient en quelque sorte un rendez-vous manqué, parce qu'on n'a pas mis les garde-fous nécessaires pour nous épargner encore de nouvelles assises. Mais un peu plus tôt, en 2014, on a eu encore une nouvelle charte. Ce n'était pas intitulé Assises nationales comme cela a été le cas aujourd'hui, mais c'était un cadre formel dans lequel on avait élaboré une charte qui devrait non seulement encadrer la conduite de la transition, mais aussi tracer les sillons d'une façon de faire les choses au Burkina Faso. Malheureusement, ces deux instances n'ont pas permis de nous épargner aujourd'hui une nouvelle assise, et la crainte du journal était que cette nouvelle assise ou ces nouvelles assises ne soient pas encore un rendez-vous manqué, parce que ce serait un perpétuel recommencement et ce serait vraiment très dommage pour le Burkina Faso. Maintenant que les assises sont terminées, est-ce que les craintes du journal sont aujourd'hui fondées? C'est au Burkinabé de répondre. Mais pour ma part, je voudrais dire que il y a eu quand même quelques questions qu'on n'a pas pu régler au cours de ces assises, de ces assises là. C'est vrai qu'on a désigné un président, mais est-ce que c'est au cours de ces assises là que le président a été désigné? Je ne suis pas sûr. Quand on regarde la composition même des membres des participants, voyez-vous, on avait plus de 300 participants environ, mais le MPSR à lui seul avait environ 100 participants. Vous voyez. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui sont les vrais membres du MPSR. C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, le MPSR est considéré comme un instrument de conquête du pouvoir. Et un instrument de conquête de pouvoir ne peut pas fonctionner dans le noir dans une république. Et jusqu'au premier coup d'État du MPSR, c'était le MPP qui gérait le pouvoir, qui détient un récépissé auprès du ministère de l'administration territoriale. Mais un peu plus tôt, c'était le CDP, un parti politique qui gérait le pouvoir, qui détenait un récépissé. Donc, on connaît les membres du CDP, on connaît comment il faut y adhérer. Aujourd'hui, qui connaît comment on adhère au MPSR? En dehors du président qu'on présente, qui est membre du MPSR? Est-ce que les participants ont eu des réponses à toutes ces questions? Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que dans un an,
ou dans 6 mois, ou peut-être dans un futur lointain ou proche, on ne serait pas encore en train d'organiser de nouvelles assises encore au regard de la configuration des choses. Je regardais tout à l'heure le document qui consacre la désignation du président de la transition, Ibrahim Traoré. Je vois que le document, c'est lui-même qui signe le document qui le désigne comme président du MPSR. Comment il est arrivé à la tête de la présidente du MPSR? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser, que chacun se pose, et certainement la question que le journal s'est posée. Mais le Burkina n'avance pas en vase clos. Nous sommes dans une sous-région, et quand on regarde la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a eu le coup d'État, que ce soit au Mali ou au Burkina, on a organisé au Mali, au Burkina et en Guinée-Conakry, on a organisé des assises. Mais c'est toujours le même scénario. On organise les assises, on élabore une charte de la transition, on désigne un président. Mais quoi qu'on fasse, c'est toujours celui qui a fait le coup d'État qui devient du coup désigné. Et au cours de ces assises, il y a eu encore des questions qui restent sans réponse. Aujourd'hui, est-ce que l'armée est unie? Alors, ces assises ne nous ont pas permis de répondre à cette question parce que on connaît quand même les hauts gradés de l'armée. On n'a pas vu certains, ou pour ne pas dire on n'a pas vu beaucoup. On n'a pas vu également beaucoup qui étaient au devant des choses, alors qu'on nous dit que ça reste le MPSR. Mais on n'a pas vu un certain nombre de figures de proue de ce MPSR-là au cours de ces assises. Donc autant de craintes que le journal se posait aujourd'hui. Est-ce que ces craintes sont levées? Bon, c'est à chacun d'apprécier au regard des informations dont il dispose. Alors, les craintes pour ces assises, c'était le ressenti au niveau des éditions Le Pays, mais au niveau de l'Express du Faso, il y avait un tout petit peu de méfiance quand on voit l'édito du 11 octobre qui était intitulé « Les Burkinabés vont rédiger leur charte et choisir leur président ». Il y a ce bout de phrase que nous avons retenu. Il s'agit le plus souvent d'un ramassis de personnes issues de ce qu'on appelle force vive, qui en vérité ne représentent pas toujours les opinions réelles des Burkinabés. Que reprochez-vous exactement à ces assises, Jules Tiendrebego? D'abord, avant de commencer, il faut qu'on mette fin au coup de force ou au coup d'État au Burkina Faso. Quand le vendredi 30 octobre dernier, 30 septembre dernier, autant pour moi, il y a eu en tout cas un coup d'État. Un coup d'État, voilà, et puis le lendemain samedi, ça s'est précisé avec la déclaration au niveau de la RTB. Les jeunes sont sortis. Il faut que les jeunes, la population sortent pour dire non à ces coups de force ou bien à ces coups d'État. Il faut qu'on sache quand même qu'est-ce que nous voulons. Au Burkina Faso, depuis l'accession de notre indépendance, la souveraineté nationale, il y a eu 8 coups d'État. Et en moins d'une année, il y a eu 2 coups d'État. Donc il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse au Burkina Faso. Il faut que la jeunesse, il faut que toutes les composants, en fait les forces vives de la nation, inscrivent ça à quelque part. Tu fais un coup d'État, tu remets le pouvoir et puis tu vas en prison. Donc c'est pour vous dire qu'à chaque coup d'État, c'est toujours la même chose. Excepté en 2014, l'insurrection populaire. Et après l'insurrection populaire, Isaac Zida est venu, voilà, un militaire. Il a organisé, il a convoqué en tout cas des assises, mais bien avant, il s'est entretenu avec les forces vives, catégorie par catégorie, les entités de la nation, les composantes de la nation, avant les assises. Vous voyez, donc ce que je vais noter ici, parce que tout simplement, au niveau de la CEDEAO, quand on fait un coup d'État, on remet, un militaire fait un coup d'État, on remet le pouvoir tout simplement à un civil. Mais ici, c'était une insurrection populaire et
les politiciens ne voulaient pas prendre leurs responsabilités. Et il y a l'armée qui a pris sa responsabilité et au bout d'une vingtaine de jours, il était obligé d'organiser les assises et c'est Michel Kafando qui a été désigné comme président du Faso. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu un coup d'État également, un coup d'État manqué. Mais ça veut dire qu'il ne faisait pas l'unanimité. S'il y a eu un coup d'État, il n'a pas fait. S'il avait fait l'unanimité, en tout cas, si les assises avaient pris en compte toutes les composantes, toutes les forces vives de la nation, on n'allait pas, en tout cas, observer ce coup d'État. Même ce qui est de ces assises qui se sont clôturées aujourd'hui, il y a ce bout de phrase dans votre édito, et je répète, il s'agit le plus souvent d'un ramassis de personnes issues de ce qu'on appelle forces vives, qui en réalité ne représentent pas toujours les opinions réelles des Burkinabés. La question c'est qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces assises? Ce que nous reprochons tout simplement, c'est ce que j'étais en train de dire. En fait, à chaque foyer, on rectifie le tir. Michel Kafando est venu, il y a eu un coup d'État, même si le coup d'État a été n'a pas marché, le coup d'État de du général Gilbert Guingéré. Mais Roch a été élu, il a été élu, et il y a eu le coup d'État le 24 janvier dernier. Il y a eu un coup d'État. Et quand il est venu, il a fait des assises également. Il a fait des assises. C'est pour vous dire que tant qu'on ne prend pas en compte toutes les composantes de la société, ça sera compliqué. Bon, il y a eu un coup d'État le 30 septembre dernier. On n'a pas eu suffisamment de temps. C'est vrai que la question sécuritaire est là. Il faut aller vite et bien. Selon nous, il fallait quand même prendre un peu de temps, même si c'est un mois, et rencontrer en tout cas les composantes, les gens, échanger avec eux avant parce que c'est un échantillon. On ne peut pas. Nous sommes combien? Nous sommes plus de 20 millions de Burkinabés et tous les 20 millions de Burkinabés ne peuvent pas quand même prendre part à ces assises. Donc il va falloir que ça soit des représentations, des gens qui représentent. Par exemple, si on parle des journalistes, moi je peux représenter les journalistes. Il faut d'abord des concertations avant ces assises-là. Alors, Lévi Confé, dans votre édito également, on a vu cette expression que vous avez utilisée. On a en effet vu par le passé certains qui ne représentent que leur propre personne, des situationnistes, des gens dont l'intégrité et la compétence sont plus que douteuses. Est-ce que quand on voit la composition de ces assises qui viennent de se terminer, est-ce que les choses ont changé selon vous? Je peux dire que l'inquiétude était quand même fondée parce que de par le passé, après le coup de force du 24 janvier, perpétré par le lieutenant-colonel Damiba, on a vu comment certaines personnes ont été désignées. À la limite, quand on a dit leur profession même, beaucoup de gens ils étaient étonnés. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'il est du métier, du journaliste par exemple, et qui est désigné pour représenter cette corporation qui n'est même pas connue par c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que sur ce point, je peux dire que nous rejoignons un peu l'Express du Faso qui dit ramassis de personnes qui ne représentent que leur propre opinion. Ça veut dire on n'a pas pris ceux qui devraient être à ces assises-là pour quand même donner des arguments et des points de vue qui allaient nous permettre de sortir quelque chose qui est peut-être qui n'est pas irréprochable, mais quand même qui a un certain minimum de légitimité, d'assentiment d'une grande majorité par rapport à ce qui serait décidé parmi ces assises-là. Mais je vais au-delà pour dire que ce qui est sorti comme décision dans ces assises, quand on regarde ce qui s'est passé tout au long de cette journée de 14, on doute fort que ce soit bien les assises qui aient pris le pas sur la rue qui était dehors, qui dictait ce qu'il voulait en fait. Si vous avez bien suivi Ibrahim, le capitaine Ibrahim, il a dit dès les premiers moments, j'ai fait le coup, mais le pouvoir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aller lutter pour la restauration et la reconquête du territoire. Je rappelle que environ 40% de notre territoire est sous contrôle des groupes armés. Donc, il faut dire que il l'a dit. Et au sortir de ces assises-là, ce qui était réclamé dans la rue, peut-être qu'il s'est dédié, et puis bon, finalement, c'est lui qui est désigné pour conduire le navire burkinabé pendant les 24 mois à venir. Donc,
c'était quand même légitime parce que de par le passé, on a vu des gens qui ont été désignés. Déjà, on a vu après des agissements des personnes qui, à l'issue de ces assises, ont été désignés pour être à l'ALT, qui ont eu des comportements qui n'étaient pas tout à fait louables pour quelqu'un qui veut quand même le bien de ce pays. Donc, l'inquiétude était fondée et je ne pense pas que avec ces assises, on a résolu cette inquiétude parce que je ne sais pas comment les critères, sur quels critères on a désigné les participants. Quand vous voyez déjà cette forte représentation, par exemple, de l'armée au sein de la participation, c'est quand même un problème. Bon, peut-être que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'interne, mais je dis quand même que ça pose problème. Et les autres composantes, ils étaient quand même en minorité par rapport à ce groupe. Donc, et sans oublier que quand c'est comme ça, on n'arrive pas à un consensus qui va vraiment dans l'intérêt du pays. Donc, l'inquiétude, c'était qu'on ne prenne des gens qui ne représentent rien, qui participent à ces assises et qui vont biaiser le débat. Donc, comme je le dis, après ce qui s'est passé, l'inquiétude reste quand même préoccupante et la décision qui a été prise, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le choix des participants des assises ou c'est la rue qui a dicté, en tout cas, ces choix? Voilà. Alors, Saleh Omar, dans votre édito également intitulé Assises nationales, veillée d'armes à la veille d'un conclave très attendu, est-ce que vous partagez l'inquiétude sur ces personnes qui composaient ces assises-là? Oui, tout à fait, parce que par le passé, on a vu au Burkina ici des gens, des individus qui n'arrivent même pas à se faire entendre par leur propre famille et qui se font représenter à ces assises. Pour le moment, je ne sais pas c'est quels critères on a utilisé pour désigner ces participants. Mais nous remarquons que ces individus participent au débat, mais aux sorties, ils ne proposent rien de concret. Et quand vous prenez par exemple ces mêmes personnes qui crient haut et fort que nous sommes attaqués par ici, nous sommes attaqués par là, ils ne font rien de concret. Et si ce n'est que des conférences de presse pour juste critiquer le pouvoir et qu'ils font rien. Et d'autres même s'en vont jusqu'à dire même que leur mouvement, c'est leur gagne-pain. Vous imaginez ce genre de personnes qui se font représenter à une assise nationale, là, à des assises nationales comme celle qui vient de se dérouler hier, 14 octobre, c'est grave. C'est très grave. Moi, je pense que ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'abord de connaître d'abord les individus ou bien les représentants qui seront quand même désignés pour ces gens d'organisation ou bien ces gens d'assises. Parce que d'abord, il y a d'abord la personnalité de l'individu qui compte. On ne peut pas désigner quelqu'un qui, moralement, ça ne va pas. On a vu des gens, pour eux, c'est l'argent ou rien. Ils veulent avoir des postes pour se faire remplir les poches ou peut-être avoir une autorité, je ne sais pas. Donc nous pensons qu'il est temps pour quand même l'opinion nationale de savoir trier les gens pour que, comme Lévi vient de le dire, pour que les débats ne soient pas biaisés en quelque sorte. Il y a eu des avertissements de votre part dans votre édito. Vous disiez la rue gronde contre toute confiscation du pouvoir des mains du jeune capitaine qui a évincé Damiba. Cette vague de soutien populaire qui a fortement pesé en faveur des putschistes n'est toujours pas retombée. C'était un avertissement que vous donnez avant ces assises. Est-ce que les manifestants ont peut-être influencé ces assises selon vous? Mais tout à fait. Depuis le 30 septembre, comme je l'ai dit, depuis le 30 septembre, la population avait déjà choisi leur président et les assises étaient en quelque sorte du folklore
pour ainsi dire, parce que quoi qu'on dise, les manifestants même ont scandé que même si, excusez-moi, Ibrahim Traoré même refusait même la présidence, même il aura affaire à eux. Donc c'est pour dire que tous ceux qui étaient les participants même qui étaient dans la salle même là n'osaient même pas quand même désigner une autre personne que Ibrahim Traoré. Sinon vous connaissez la rue, vous connaissez le peuple. Quand le peuple prend sa décision, c'est irrévocable. Donc on peut dire que le peuple, la population a vraiment agi en faveur du capitaine Traoré et de ses hommes. Et quand on voit les manifestations, il y a d'autres qui n'ont presque, depuis l'annonce des assises nationales, la population n'a presque pas fermé l'œil. Il y a des veillées partout, il y a des manifestations un peu partout. Pas uniquement à Ouagadougou, à Bobo, voilà. Et même le Roroko, le grand marché même là est fermé. Et la plupart des grands marchés sont fermés pour apporter tout simplement leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Alors Issa Sigire, on avait une inquiétude également à votre niveau, cette fois-ci au niveau des textes même qui allaient ressortir de ces assises. Et vous disiez dans votre édito, la tentative est grande que l'on assiste au réchauffement des textes existants. Vous y étiez à ces assises. Est-ce que votre crainte était fondée? Oui, parce que quand on regarde le processus d'élaboration, c'est l'ancienne charte améliorée qu'on a proposée comme base de travail. Et quand on regarde la composition des membres, mes confrères l'ont déjà évoqué un peu plus tôt, il y a eu une amélioration à ce niveau par rapport à ce qui avait été proposé en février 2022 en termes de personnalité et de représentativité. On a vu que pour cette fois, les partis politiques étaient encore, le nombre de réservés aux partis politiques était beaucoup plus élevé. Même des organisations de la société civile beaucoup plus sérieuses ont été aperçues lors de ces travaux. Et cela a peut-être joué dans le contenu des textes qui ont été proposés. Effectivement, et la crainte a été fondée dans la mesure où c'est du réchauffé qu'on a vu, et pratiquement comme la charte de février 2022, il y a eu des améliorations, on peut le dire ainsi, parce qu'il y a eu cette structure qui était pratiquement caduque, pour ne pas dire inutile, qui a été supprimée. Je vais parler du COST. Il y a eu également le nombre de postes de départements ministériels qui a été fortement réduit. Cette fois, nous passons à 25 postes ministériels, et il est clairement stipulé cette fois que je crois le président de l'ALT, le président de la transition et le premier ministre ne sont pas éligibles aux prochaines élections. Tout cela, c'est quand même une amélioration, mais à mon avis, il reste encore des choses à améliorer, parce que la charte doit nous donner quand même un chemin clair. Et le chemin clair, ce n'est pas seulement la gestion de cette transition. Il est important de voir un peu le fonctionnement de la République, le futur du Burkina Faso, l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Et pour moi, l'intérêt supérieur du Burkina Faso passe par quand même comme certains l'ont relevé sur le plateau ici, qu'on n'ait plus jamais de coup d'État au Burkina Faso, parce que la stabilité dans une république est très importante. Quand vous regardez dans la sous-région ouest africaine, un pays comme le Sénégal qui n'a jamais connu de coup d'État, le Sénégal n'a pas les mêmes problèmes comme le pays comme le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Vous me direz que c'est peut-être en termes de ressources naturelles, mais la Guinée a beaucoup plus de ressources naturelles que le Sénégal. Mais quand on compare le niveau de développement des deux pays, c'est on peut dire que c'est entre le jour et entre la nuit et le jour. Donc on devrait pouvoir régler la question de la stabilité politique, de sorte qu'ils ne reviennent pas à l'idée des hommes en kaki, c'est bien mentionné dans notre édito, chaque fois de s'interférer dans la gestion de la vie publique. On ne leur dénie pas ce droit
de prétendre à la magistrature suprême. Non, loin s'en faut. Mais la République a encadré cela. Par exemple, quand un militaire veut faire de la politique, veut briguer quand même au poste de la magistrature suprême, comme le président du Faso par exemple, il devra démissionner et au bout d'un bout de temps, je crois 2 ans, et il pourra faire la politique comme tout le monde. Voilà. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui qu'un groupuscule aussi puissant au moment T, au moment où ils font le coup d'État, de prendre les armes du pouvoir pour braquer le pouvoir et s'installer à Kossiam. Quand vous regardez la présidence de Burkina Faso, c'est l'endroit le plus sécurisé au Burkina, avec tout ce dispositif, avec des checkpoints un peu partout. Mais vous voyez des groupuscules qui arrivent à déverrouiller tout cela jusqu'à aller prendre le président pour le contraindre à la démission. Mais ils ne sont pas capables aujourd'hui de déverrouiller tout le système pour envoyer de la logistique à Guibo ou bien pour envoyer de la nourriture à Guibo. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, cette charte-là nous permet aujourd'hui d'aller vers cette façon de faire les choses, à savoir qu'on n'aura plus jamais de coup d'État au Burkina Faso. Regardez les pays développés. Malgré les problèmes qu'on a, l'Ukraine est un exemple patent. Malgré les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, la Russie bombarde une partie de l'Ukraine. Mais l'armée n'a pas osé prendre le pouvoir parce qu'il y a des problèmes dans le pays. Quand vous regardez dans certains pays, en France, l'année dernière, les Gilets jaunes ont basculé la République, mais l'armée ne s'est pas accaparé le pouvoir. Mais quand il y a un problème dans nos pays, on laisse et on revient, on prend le pouvoir, on va faire ceci, on va faire cela. En moins de 8 mois, Damiba promettait monts et ciel au Burkina Faso. Il promettait de restaurer l'intégrité du territoire. 8 mois après, qu'est-ce qui a été fait? Ibrahim Traoré et ses hommes l'ont dit parce que ils avaient dévié. Et c'est un peu partout en Guinée. 2 ans que les militaires sont au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Pratiquement rien en termes de restauration de la sécurité. La Guinée, qu'est-ce qui a changé en termes de démocratie, en termes de développement? Même la canne qui leur avait été promise leur a été purement et simplement retirée. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce que toute cette histoire nous avance? Quand on regarde le Burkina Faso, en 60 ans d'indépendance, combien de temps les militaires ont géré le pouvoir d'État? Mais où en sommes-nous? Nulle part, sinon qu'un pays pauvre, misérable, comme beaucoup de pays africains. Donc il va falloir qu'on règle à un moment donné notre histoire, et cette histoire de stabilité politique, afin de pouvoir débarrer. Parce que, imaginez un instant Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui, qui a manipulé tout le monde. Parce que contrairement à ce que mon confrère dit, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la population qui l'a choisi. Parce que la population, c'est pas ceux qui étaient en face de la salle de conférence de Ouaga 2000. La population, c'est pas ceux qui peuvent prendre les smartphones et faire un vocal, aller soutenir le capitaine. Non, c'est pas eux la population. La population de Burkina Faso, on est plus de 20 millions de Burkinabés. Les 70% de ces Burkinabés-là se retrouvent dans les campagnes. Ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas de smartphone. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Est-ce que ces assises-là, est-ce qu'on a écrit dans nos textes qu'on doit aider, comment on doit aider les populations à produire davantage de céréales? Est-ce que c'est dit dans ce texte? Est-ce qu'il y a un agenda clair pour ce truc-là? Non, on n'est pas sûr. Donc, on n'est pas sûr en termes de contenu des textes qu'on a suffisamment balisé le terrain pour qu'on ne retombe pas encore quelques années plus tard dans des histoires d'instabilité, parce que c'est un pays instable. Quand vous avez trop de coups d'État, c'est ce qu'on appelle un pays instable. Et quand vous avez un pays instable, les bailleurs de fonds ne viennent pas. Ceux qui avaient promis vous financer ne vous financent plus. Même ceux qui avaient décidé de vous accompagner avec des montants clairs et précis vont vous dire qu'ils ne vous donnent plus rien. Le MCA en est un exemple. Plus de 200 milliards pour régler les questions d'électricité au Burkina Faso. Ça a été purement et simplement bloqué. Et plein de projets comme ça ont été supprimés. Donc il va falloir qu'on règle la question de la stabilité politique.
quand on décide d'être militaire, on reste dans le camp. Et d'ailleurs, en quoi est-ce qu'ils sont plus compétents que les civils? Moi, je ne vois pas, parce que aujourd'hui, c'est de leurs compétences qu'il est question aujourd'hui. Quand on a une armée dans une république, et cette armée qui est chargée de défendre le territoire, vous avez les 40% de ce territoire qui sont occupés par des groupes armés. Est-ce qu'on peut dire que cette armée-là est compétente? Justement, on va permettre une réaction à Salia Omar. Contrairement à vous, aujourd'hui au Faso, qui estimait que les manifestants ont peut-être influencé les décisions de ces assises. Au niveau des éditions, le pays, on n'est pas forcément d'accord. Une réaction peut-être? Oui, une petite réaction. Vous savez que le Burkina Faso, Sigrid vient de dire tout à l'heure que ce n'est pas forcément la population qui a contribué, parce que pour lui, il pense que la population, ce n'est pas seulement Ouaga, Bobo et ailleurs. Mais vous savez aussi que le Burkina Faso est un pays très particulier, un pays très différent des autres pays. Nous avons nos coutumes, nos traditions, et il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Et il faut prendre tous ces paramètres-là avant de faire une analyse globale. Vous savez, le Burkina Faso, depuis le coup d'État de Roch, la population n'est pas sortie. La population n'est pas sortie, tout le monde était dans l'attente, on regardait, parce qu'il y avait un problème qui était là. Ça se murmurait, les gens ne savaient plus à quel sens se vouer. Il y avait des attaques partout. Et tout le monde attendait que quelqu'un vienne quand même pour faire sortir le peuple de cette tragédie. Alors, quand Damiba a perpétré son coup d'État, personne n'est sorti, on attendait. Il est venu, il a promis de restaurer le territoire, il a promis quand même de relancer l'économie, ce qui est bien. Et les gens commençaient vraiment à avoir quand même la confiance et tout. Mais quelque temps après, 8 mois après, cette même population trouve que ce qui a été promis, ce n'était pas ça. Alors, Ibrahim est venu, à son tour, il a fait son coup d'État. Et là, quand vous avez vu le coup d'État d'Ibrahim, ce n'était pas comme pour Damiba. Le peuple est sorti. Et quand les gens entendaient que son pouvoir sera confisqué, les gradés n'étaient pas d'accord, entre griffes, qu'un jeune homme prenne en tout cas les rênes du pays, les gens sont venus. Il y a des gens même qui ont pris des cars pour venir, qui étaient dans les villes environnantes, qui sont venus pour soutenir la population, pour soutenir Ibrahim. Alors, Ibrahim a profité de ça pour mettre la population comme bouclier, afin qu'il n'y ait pas un bain de sang. Moi, je pense que de toute façon, c'est la population qui décide. C'est la population qui décide qui va le gouverner. Parce que le pouvoir appartient à ce peuple, pour ce peuple, et voilà, pour gérer les affaires de ce peuple. Maintenant, le peuple aussi doit savoir, quand on accompagne quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Au Burkina ici, on sent que les gens aiment ce qui est nouveau. Et ce qui n'est pas étonnant au Burkina Faso ici, j'ai l'habitude de le dire, cette expression, hier vaut mieux qu'aujourd'hui. Pour emprunter un peu l'expression, hier vaut mieux qu'aujourd'hui. Autant de Roch, les gens criaient que ça ne va pas, ça ne va pas. Quand Damiba est venu, les gens se disent que non, Roch était mieux, au moins. Au temps de Roch, les choses n'allaient pas comme ça. Il y avait des territoires qui n'étaient pas quand même occupés. Mais le peuple aussi doit savoir que quand on décide d'accompagner un président, on l'accompagne jusqu'au bout. Le développement, ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 2 ans. Il faut continuer à soutenir ce président. Donc, avec ce président Ibrahim Traoré, moi, je pense que la population doit quand même prendre ses responsabilités et de l'accompagner coûte que coûte pour qu'il termine cette transition et que les élections se tiennent pour qu'on trouve un nouveau président civil qui sera aux affaires. Donc, nous pensons que il faut qu'on mette le point sur les i. Il ne faut pas que la population laisse l'essentiel pour aller parler des futilités.
Qu'est-ce que vous appelez futilité? Les futilités, c'est quoi? Parce que le changement pour changer, c'est ça des futilités. Parce que le peuple, on a l'impression que le peuple adore le changement pour le changement. Et nous pensons que quand on décide d'accompagner un président, il faut l'accompagner. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et dans ça, Sigrid vient de le dire, la population est avec leur président en Ukraine là-bas. Malgré que les bombes pleuvent chaque jour, la population est avec leur président. Donc, quand vous choisissez un président, il faut aller jusqu'au bout, voilà, jusqu'à ce que vraiment les problèmes soient résolus ou que vraiment les problèmes diminuent. Alors, et sur la question au niveau de l'Express du Faso, on a tout de même une petite conclusion que vous avez trouvée à travers votre édito du 12 octobre qui est intitulé « Ce sont tous des hypocrites dont il faut se méfier ». À qui l'Express du Faso fait-il allusion? Nous faisons allusion tout simplement aux responsables des partis politiques et aux responsables des organisations de la société civile. Parce que c'est eux qui alimentent, qui sont là, c'est des conférences de presse en n'ayant pas fini, surtout les responsables des OSC. On parle de certains, on ne parle pas de tous. Il y a des partis politiques qui sont responsables, qui assument leurs responsabilités. Il y a des OSC qui sont créés, qui s'assument et qui parce que une OSC c'est quoi? Quand on crée une OSC, c'est dans le but quand même de sensibiliser, d'informer et puis de former la population. Voilà. Ils sont sur le terrain. Au lieu de venir tout le temps faire des conférences de presse pour dire que, certains même qui vont jusqu'à dire que Damiba est un envoyé de Dieu, je crois que c'est ce genre d'OSC là que nous en voulons. Donc c'est pour vous dire que c'est juste après un coup d'État, après un exemple concret, après l'insurrection populaire, le CDP, il y a eu la NAFA et après le NTD. Le coup d'État que Damiba a fait à Roch-Marc Christian Kaboré, pendant que Roch-Marc Christian Kaboré était même en détention, des gens de son parti démissionnent pour créer des partis, c'est inadmissible. Et jusqu'à présent, ça continue. Ça continue de démissionner de ce parti. Et juste après un coup d'État, vous voyez dans la presse des gens qui font des déclarations pour soutenir, pour prendre acte et puis soutenir. Moi, je crois qu'il faut cesser tout ça. Il faut cesser tout ça. Il faut cesser tout ça pour regarder dans la... J'ai toujours dit, il faut privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Il faut qu'on regarde dans la même direction pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous sommes attaqués, on n'a plus le temps. C'est ce que même le capitaine l'a si bien souligné. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ces OSC-là, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire, les partis politiques également. Les partis politiques, quand on crée un parti politique, c'est dans le but de briguer la magistrature suprême. Mais après les élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut sensibiliser la population. Il faut sensibiliser la population, il faut informer la population. Mais c'est une démission totale. C'est quand il y a des élections qu'on voit les gens qui viennent vers vous pour vous dire de les voter, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mais il y a une trêve et pendant cette trêve, nous sommes attaqués. Actuellement, ce que les OSC doivent faire, c'est de sensibiliser les gens à regarder dans la même direction, à donner les vraies informations à nos FDS pour pouvoir venir à bout du terrorisme. Si on ne regarde pas dans la même direction, ça sera compliqué. Donc nous, on dit, on est clair là-dessus, et il faut que ça cesse. Il faut que les OSC, les conférences de presse, moi-même j'interpelle même les organes de presse ici. J'interpelle les organes de presse. Il y a certains OSC, quand ils organisent il faut qu'on commence à boycotter les conférences de presse de certaines OSC. Parce qu'ils ne sont pas là pour construire. Ils sont là pour se remplir les poches. Ils pensent à leur pense. Donc il faut que ça cesse. Il faut qu'on ne donne plus, en tout cas le micro, ou bien on écrive. Il faut que les journalistes
essaie de voir comment concrètement, il y a l'information, nous sommes là pour donner l'information, mais c'est des gens qui sont là, mais quand des gens disent, monsieur et mon confrère du pays l'a souligné tout de suite ici, des gens qui disent que non, on crée une OSC pour se remplir. Bon, voilà. En fait, il y a des gens, on dirait qu'ils n'ont même pas de comment on appelle ça, de métier. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, ou bien on ne crée pas des OSC pour s'enrichir. On crée pour participer au développement, on crée pour amener la population à comprendre beaucoup de choses. D'accord. Vous voyez? D'accord. Donc, alors, Lévi Confé, est-ce que vous partagez à peu près le même point de vue quand on sait que dans votre édito du 11, il est expressément dit « Il faut donc espérer qu'à ce nouveau tournant décisif de notre histoire, les commandes du navire battant pavillon Burkina ne seront pas confiées à des gens dont le seul mérite aura été d'avoir battu le pavé, érigé les barricades ou incendié des bâtiments publics ». C'est vraiment... je vais d'abord rebondir par rapport à ce que mes deux confrères viennent de dire, pour d'abord parler de le mot population. Je pense que c'est d'abord une question de choix de mots. Pour moi, je ne parlerai pas de population, mais d'une foule qui est sortie. Parce que quand vous regardez un peu les rues de Ouagadougou, c'était pas la moitié de Ouagadougou qui était devant la RTB ou bien ailleurs en train de manifester. Devant la salle bien sûr, voilà, c'est une partie du peuple. On ne peut pas dire que c'est tout le peuple ou la population. Donc c'est un peu le choix de mots. Et revenir un peu par rapport à ce que mon voisin a dit, il faut une charte qui permet de stopper les coups d'État. Il faut dire que pour moi, à mon humble avis, il faut aller au-delà. Une simple charte ne peut pas nous empêcher, ne peut pas empêcher des intrusions de l'armée. C'est une question de responsabilité collective. Autant les militaires n'ont pas le droit de faire des intrusions dans la vie politique, le politique qui va venir au pouvoir a le mérite ou le devoir de garantir par des textes, de faire quand même un certain minimum pour qu'il ne puisse pas faire ces intrusions. Et la population doit être éduquée de telle sorte que si jamais il y a ces agissements, qu'ils puissent sortir et faire barrière. Vous regardez quand même, 2015 à maintenant, on a assisté à beaucoup de choses. Quand Gengéré a fait son coup d'État, la rue est sortie, dit on n'est pas d'accord. Il a remis le pouvoir. De gré ou de force, il a remis le pouvoir. Quand il y a eu le coup d'État contre Roch-Marc Christian Kaboré, la rue, là, on n'a pas vu des gens. On n'a pas vu des gens. Donc, s'il faut choisir d'applaudir un coup d'État et choisir d'haïr un autre coup d'État, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut quand même que l'ensemble des acteurs de la vie nationale arrivent à trouver quelque chose de consensuel pour éviter que nous tombons dans ces travers. Pour revenir par rapport à notre position, c'est vrai, il faut le dire, on a vu des gens qui ont été désignés pour être responsables et leur mérite était parce qu'ils ont battu le pavé, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont multiplié les déclarations, ils ont organisé des manifestations, ils ont donné du thé, ils ont donné de l'essence, ils ont donné de l'argent pour que les gens partent dans la rue. Mais il faut que ça s'arrête. S'il faut investir et après aller le récolter, mais la nation n'ira nulle part. Il faut prendre des gens qui sont responsables, à qui on a confiance, qu'ils peuvent apporter leur contribution dans cette situation difficile. Parce que quand je dis situation difficile, aujourd'hui, peut-être que nous sommes à Ouagadougou, nous ne voyons pas les choses autrement. Mais si ça persiste, nous aurons beaucoup de difficultés. Si ce n'est pas déjà le cas, voyez les personnes déplacées internes. Il y a des localités où ça fait 5 ans que les gens n'ont pas cultivé, qui sont dans la nature en train de tourner. Ils vivent de la pitié des gens. Si ça se poursuit comme ça, est-ce que ça va aller? Est-ce que l'insécurité ne va pas se généraliser? Est-ce que l'éducation des enfants, ça fait déjà 5 ans que les enfants ne partent plus à l'école. On fait quoi pour ces enfants? Donc à un moment donné, il faut qu'on laisse nos égos personnels, et puis désigner les personnes qui sont capables de mener à bon port cette transition qui doit nous permettre à la fin de récupérer une partie du territoire qui est dans les mains des terroristes et d'organiser des élections crédibles qui sera acceptée par tous
et qui va permettre à l'État de continuer, de marcher, de vivre et retrouver la quiétude d'antan et que les choses reviennent à la norme. Donc on présume déjà que les personnes qui seront désignées, on doit mettre vraiment de la rigueur pour que ce ne soit pas des gens parce qu'ils ont organisé des manifestations de soutien au président et au capitaine Ibrahim Traoré en termes de récompense qu'on leur donne un tel poste ou un tel poste. C'est vrai, tant qu'on va continuer à faire de la politique, l'échelle courte pour aller vers le succès, quand on va faire concevoir les manifestations comme un investissement pour récupérer après, on va toujours faire du surplace. Et c'est ce que nous disons dans notre édito et nous attirons l'attention de tous ceux qui sont concernés par cette question de faire pardon et de mettre les hommes, les bons, les hommes où il faut, à la place qu'il faut. Donc je pense que c'était un peu l'idée en défendant cette position. D'accord. Et parlant de cette position au niveau de aujourd'hui au Faso, dans l'un de vos éditos également, il est dit assise nationale moins que le texte. Ce sont les hommes qui importent et on sait déjà, grâce à ce que Sigué le disait tout à l'heure, il y aura 25 personnes désignées pour ce qui est du gouvernement, 71 personnes pour ce qui est de l'ALT. Et dans votre édito, vous dites de toute façon, les problèmes du Burkina Faso sont connus, les hommes dont on a besoin dans le pays le sont également. Parlant donc, de qui s'agit-il? Qui est cette personne qu'il faut au niveau de la primature ou au niveau de l'ALT selon vous? Alors, je pense que mon confrère Confé vient de le dire tout à l'heure, c'est des personnes très compétentes, des personnes vraiment qui sont moralement posées, qui savent vraiment et qui connaissent vraiment les réalités de ce pays, des personnes qui, au-delà de leur intérêt personnel, voient l'intérêt supérieur de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on ne peut pas prendre, je vais un peu revenir très rapidement sur ce que mon confrère Jules vient de dire tout à l'heure à propos des OSC. Il y a certains OSC fantoches qui sont là, pas toutes. Il y a des OSC très sérieuses qui interpellent, qui veillent, qui alertent. Et ils font du très bon travail. Mais il y a des OSC vraiment qu'il faut très rapidement balayer. Vous imaginez quand quelqu'un s'assied devant une télévision nationale pour dire que lui, il gagne sa vie à travers son mouvement, alors c'est très très dangereux. C'est très dangereux parce que celui-là, il est capable de brûler le Burkina Faso même pour chauffer son café. On n'ira pas jusque-là. Oui, parce que tout simplement quand quelqu'un... Parce qu'un mouvement, on ne crée pas un mouvement pour avoir quelque chose, pour de l'argent. On crée un mouvement, on crée un parti politique d'abord pour montrer, pour divulguer ses idées, pour apporter une contribution à la nation, pour essayer d'arranger quelque chose à quelque part. Même si ce n'est pas tous les problèmes qu'elles peuvent régler, au moins une partie ou bien même dans ton quartier ou bien dans ton arrondissement tu essaies de régler quelque chose. Mais quand ces personnes pensent que créer un mouvement c'est un investissement qu'on peut récupérer et après c'est très dommage et je pense que ces OSC on doit les classer et continuer. Voilà qui a bien compris. Une minute. Issa Siguiré, quel est le profil pour la primature ou l'ALT selon vous? Il faudrait une personne beaucoup plus compétente, comme certains l'ont relevé ici, qui jouit d'une probité irréprochable, et qui a aussi une certaine sagesse, parce que on voit que le président de la transition, alors j'entends souvent dire président du Faso, alors ce n'est pas dit qu'il est président du Faso, le président du Faso est élu au suffrage universel direct. Dans la charte c'est écrit président de la transition et président de la transition, chef de l'État. Donc il faut souvent faire attention au lien. Jusque-là, il n'est pas président du Faso. Donc quelqu'un, il est déjà le président de la transition et d'un certain âge, très jeune. Donc il faudrait quelqu'un qui est très compétent, qui a un bon carnet d'adresses, qui jouit d'une probité morale irréprochable et qui a quand même une certaine sagesse, capable de concilier les positions et qui soit apolitique et moins clivant. Voilà, qui est bien clair. Et c'est tout pour ce deuxième numéro de votre émission, La Tribune des Éditos. Rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.